Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La Banque du Canada a annoncé sa plus récente décision de politique monétaire aujourd'hui avec une baisse de 25 points de base sur le taux directeur. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'elle a publié une série de données qui nous permet de jauger l'état de l'économie canadienne, en fait, à travers une série de données relevant de sondages du côté des consommateurs et des entreprises et qui nous permet de dire que l'économie canadienne est déjà en train de ralentir en raison justement de cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Donc, on regarde ces données-là ensemble. Et en fin de vidéo, je reviens sur la guerre tarifaire, là, à savoir on en est rendu où dans tout ça. Ça change tellement de jour en jour. C'est assez chaotique, oui, les tarifs, contre-tarifs, etc. Donc, je vous dis, on en est rendu où et qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines semaines. Donc, allons-y. En février, la progression de l'emploi a stagné, un autre élément qui nous indique que l'économie est en train de ralentir. Donc, on l'a pas encore couvert sur la chaîne, donc on va y aller très, très rapidement. L'emploi au Canada en février, seulement 1000 emplois qui ont été créés du côté de l'économie canadienne, alors qu'en janvier, c'était 76 000. Il est en train, en fait, de mon point de vue, de donner une armature à un sursaut occidental face à ce qui est un fiasco géopolitique pour les États-Unis. L'Ukraine n'étant que le dernier moment de ce fiasco, parce que pour moi le fiasco il a commencé il y a déjà plus de 20 ans, avec l'Irak en fait, avec la fin vraiment de la période euphorique de l'unipolarité, on va dire. Oui. Voilà. Et donc il y a eu cette lente dégringolade, ce lent enlisement pour moi du pôle occidental. Et en fait Trump, ce qu'il est en train de faire, c'est de sauver l'Occident. Moi je le vois comme ça. Moi, ma question, elle est que, quand je dis anachronique, enfin, ou à contre-temps, c'est que quand on nous parle de Rearm Europe, c'est 5 ans, plus vraisemblablement 10 ans, si on doit, parce que ce qu'il faut quand même reconnaître aussi, c'est que ces gens qui nous parlent de Rearm Europe sont les mêmes qui ont réduit nos budgets de la défense depuis 40 ans. Enfin, c'est la même classe politique, on va dire. Alors, et donc maintenant, aujourd'hui, ils nous disent il faut faire la guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que vous trouvez pas qu'il y a quelque chose d'anachronique à dire, d'une part, que la Russie nous menace alors qu'elle est en train de négocier la paix avec les Américains? Et ça, c'est le premier. Le deuxième point, et pour finir, comment voudrions-nous lutter contre la Russie, la repousser, nous, Européens, sans les Américains, alors que depuis 3 ans, nous n'avons pas réussi avec eux? L'Ukraine, je suis désolée, je le répète, je passe mon temps à le seriner, la sécurité de l'Ukraine, c'est sa neutralité. Elle était en sécurité tant qu'elle était neutre. Après, ce qui s'est passé en Roumanie et ce qui se passe, nous parlons en Roumanie, est absolument... c'est très très grave. Parce qu'en fait, la Roumanie... que là, vraiment, le roi est nu. C'est-à-dire, quelque part, on est face à un acte... Alors, il n'est pas diligenté par l'Union européenne, il est diligenté par la Cour constitutionnelle roumaine, mais personne n'est dupe. Non. Mais voilà, il y avait déjà... On arrête l'élection entre les 2 tours. Là, maintenant, on interdit un candidat. Non, en France, on interdit des chaînes de télé. En Allemagne, on enferme des gens pour des posts sur Facebook. On peut tous y réfléchir. Là, vous allez voir, c'est pour... créer de la chair à canon pour les guerres mondialistes. Et donc, ça n'a rien à voir. Alors, BFM Business, par exemple, ce 10 mars, le titre « Retour du service militaire. En France et en Europe, l'idée fait son chemin ». En lien, bien sûr, avec l'allocution folle d'Emmanuel Macron le 6 mars dernier. Je vais vous citer un extrait. L'allocution donc de BFM Business, l'allocution de Macron le 6 mars a de nouveau relancé le débat autour d'une réinstauration du service militaire en France. Lors de sa prise de parole, le chef de l'État a notamment mis l'accent sur une hausse des dépenses militaires de la France et plus globalement des pays européens face à la menace russe et pour combler le désengagement américain. Ce contexte international tendu semble déjà produire des effets dans l'inconscient collectif, puisque plus de 60% des Français se disent favorables à un rétablissement du service militaire, selon un sondage du Centre de réflexion Destin commun pour Ouest France. Ça, on va en parler. Sachant que lors de ses vœux déjà aux armées en janvier 2025, Macron avait déjà évoqué l'idée de, je cite, mobiliser davantage la jeunesse. Alors, c'est dans toute l'Union européenne, ça prouve qu'il y a un mouvement européiste derrière. Je cite un autre extrait de BFM Business, par exemple sur l'Allemagne. Le débat sur une réintroduction du service militaire obligatoire revient en force en Allemagne, au moment où les Européens discutent d'une défense commune. Le futur chancelier Merz insiste sur la nécessité de se préparer au pire scénario. Il y a des liens faits avec l'Europe de la défense, l'Union européenne. Je cite un autre extrait.
Dans la situation actuelle de la menace, la suspension du service militaire en Allemagne, effective depuis 2011, ne convient plus, a estimé Florian Hahn, député CSU, allié bavarois de la CDU, auprès du journal allemand Bild. Les premiers appelés devront franchir les portes des casernes en 2025, a lancé le porte-parole pour les questions de défense du parti. Dans une interview au magazine allemand Stern, le vétéran de la politique allemande Joschka Fischer, ancien ministre des Affaires étrangères en Allemagne, c'était entre 1998 et 2005, va dans le même sens. Le service militaire obligatoire doit être réintroduit, dit-il, pour les deux sexes. Sans cette mesure, nous ne progresserons pas dans la protection de l'Europe, a dit cette figure des Verts, qui était pourtant ancien défenseur de l'abolition de la conscription. Dans la protection de l'Europe. Alors, il y a des résultats. On va d'abord voir ce qu'il y a derrière. On va voir ensuite ce qu'il y a derrière ce mort in common et destin commun en France. Les résultats d'abord de l'enquête sont quand même très surprenants sur la France, par exemple. Et ça a été très médiatisé, repris par tous les médias. Par exemple, Donald Trump est qualifié de dictateur par 6 Français sur 10. Par exemple, on sait que 76% des Français seraient inquiets d'une guerre à venir en Europe. Et alors, ce qui est très étrange, sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine, l'Institut nous dit que les Français sont mitigés, parce que 44% seraient pour et 35% contre. Le reste, pas d'avis. Vous avez bien retenu. Eux trouvent comme résultat, 44% des Français sont pour l'envoi de troupes françaises en Ukraine, seulement 36% contre. 36% contre. Or, vous avez un sondage CSA publié pour Europe 1, JDD, CNews le 5 mars, donc c'est pas vieux, qui trouve que 65% des Français sont contre. Pas 36, pas 36-44, 65, c'est un non massif là. Et eux, ils ont un résultat destin commun totalement différent. Par ailleurs, quand on creuse un peu, donc il y a More in Common derrière, on va sur le site de More in Common, on regarde les financements, tout ça je l'ai vérifié, et on trouve dans les financeurs notamment l'Open Society Foundations, donc les fondations Soros. On trouve également l'European Climate Foundation, le climatisme, et on trouve par exemple la Bathory Foundation, qui est polonaise, qui a été créée en 1988, et qui a été créé par, vous allez sur le site de la Bathory Foundation, créé par George Soros. Donc il y a du Soros, des fondations Soros, des réseaux Soros, partout dans ce truc. Donc c'est l'agenda mondialiste. Nous transformerons l'épargne privée en investissement indispensable. Boum. Et puis cette déclaration du ministre français de l'économie, Éric Lombard, à l'Assemblée nationale ce 12 mars, je cite, il était dans l'hémicycle, nous allons effectivement mobiliser l'épargne privée. Il donnera les pistes concrètement le 20 mars. On va suivre ça. On reparlera de la question de l'épargne, notamment dans notre direct ce vendredi 14 mars à 19h sur cette chaîne, soyez là, et tout le reste, parce que nous on avait tout décrypté, notamment avec l'excellent Tom Benoît, sur cette chaîne depuis longtemps. Alors c'est très lié à l'UE tout ça, parce que pour l'épargne, il y aura aussi l'union de l'épargne, liée à l'Union européenne. Pour les réquisitions, vous l'avez vu. Pour le service militaire européen obligatoire, vous l'avez vu. Donc le Frexit, plus que jamais, Frexit égale P. Frexit égale P. Sortir de l'Union européenne égale P. Plus que jamais. Il faut se battre pour informer et résister pour la paix, contre toutes ces réquisitions de biens ou de personnes. C'est très 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 important. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Je préfère garder pour cette journée du 20 mars l'ensemble des annonces, mais puisque vous me posez une question précise, je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution, puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent. Puis je pense que la réponse est venue avec le temps, parce que les données maintenant qu'on a sur la vaccination nous montrent que ça n'a pas été aussi efficace qu'on le souhaitait. Ah non? Et oui, puis on peut en parler de long en large, les reculs de ces données-là. Par exemple, celles qui sont sorties il y a 2 semaines du Veterans Affairs. Veterans Affairs, c'est un immense système d'assurance santé, si on veut, là, de l'armée, des vétérans surtout, des personnes âgées en haut de 50, 60 ans, et leurs familles, qui ont sorti ces données de vaccination contre le virus qui était l'Omicron là, à l'époque. Puis, les données sont un peu
sont un peu surprenantes dans le sens que on nous dit que ça vaut absolument la peine de se faire vacciner, mais qu'est-ce qu'on a vu de ces données-là? Ils ont suivi 588 806 personnes des vaccinés, pairer à des non-vaccinés du même âge, avec les mêmes antécédents, la même région dans laquelle ils demeurent, les mêmes maladies préalables. Donc, ils ont comparé des vaccinés puis des non-vaccinés. Ils les ont comparés à 60, 90 et 120 jours. Ils les ont comparés pour savoir s'ils développaient l'infection, s'ils étaient hospitalisés, puis s'ils pouvaient mourir, le taux de mortalité. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils ont observé? Ben, pour les vaccinés, il y avait 3% de plus d'infectés chez les vaccinés que les non-vaccinés. Ben voyons. Oui. Alors ça veut dire que les vaccinés font un peu moins attention en général. Maintenant, quand on regarde les hospitalisations, ben, les vaccinés avaient 16% moins d'hospitalisation. Autrement dit, s'il y avait 100 personnes non vaccinées qui étaient hospitalisées, bien, il y avait à peu près 85-86 personnes qui l'étaient chez les vaccinés. Donc, on avait une baisse. Et dans le cas de la mortalité, ben, il y avait 26% moins de mortalité. Donc, s'il y avait 100 morts dans le groupe des non-vaccinés, il y en avait à peu près 74-75 chez les vaccinés. L'invermectine, qui est essentiellement un insecticide pour traiter des infections parasitaires, c'est pas avéré efficace dans la COVID, comme certains autres médicaments qu'on ne pensait pas efficaces contre la COVID avaient une certaine efficacité en prévenant, par exemple, les crises inflammatoires ou en prévenant l'hospitalisation. Nous autres, à l'Institut cardio, on a travaillé avec la colchicine, puis on avait 24% moins d'hospitalisation. Si vous le comparez à ce que les vaccins avaient amené, les vaccins à 60 jours, c'était 37% moins d'hospitalisation ou 30% à 90 jours. Fait que notre petite pilule à Cicène, là, a fait à peu près la même prévention que la vaccination. Mais ça a pris combien de temps avant de s'en rendre compte? Ben, ça nous a pris, nous, facilement 1 an et demi, mais voyez-vous, c'est qu'on avait tendance à ce moment-là à mettre tout dans un extrême. Les alternatives, tu sais, la science, c'est plus complexe qu'un simple noir ou blanc. Il y a toutes sortes de teintes de gris. Et l'efficacité de la colchicine s'était avérée plus grande. C'est surtout les personnes qui avaient un syndrome inflammatoire associé avec le virus. Puis ça, ces positions-là qui étaient complètement coulées dans le béton ou présentées comme une solution pour des fins politiques, c'était des erreurs scientifiques. Ça, c'est très clair. Le coût de la corruption a été évalué en France par an par le Parlement européen à 120 milliards d'euros. C'est plus que l'évasion fiscale. Donc si vous êtes en train de vous demander si c'est un rhume ou un cancer, la réponse elle est là. Cette corruption, elle n'est évaluée qu'en France? Elle est évaluée dans toute l'Union européenne. Que je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de rigoler. Vous êtes en train de rigoler ici pendant que nous parlons de la mort de je ne sais pas combien de Palestiniens, d'une population qui se fait affamer, et vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Vous devriez avoir honte. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui la caractéristique de cette Union européenne, un mépris pour la vie des Palestiniens. Parce que oui, vous avez réussi à faire un discours en disant « Ah, la situation à Gaza s'empire », sans mentionner pourquoi elle s'empire. Et pourquoi est-ce qu'elle s'empire? Ben, c'est parce que Israël bloque toute aide humanitaire, toute nourriture et même l'électricité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sans électricité, pas de dessalination de l'eau et donc pas d'eau potable. Et donc les gens, les familles, les enfants n'ont pas d'eau potable et vous êtes là en train de rigoler. Comment est-ce possible, monsieur le ministre? Comment est-ce possible, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, cette complicité européenne et ce manque de respect pour la vie des Palestiniens doit se terminer parce que ça va se payer cash, je vous le promets. Mais moi, ce qui me fait peur, dans votre question au début, vous avez dit est-ce que les conservateurs ont peur? Moi, je pense que c'est plutôt les Canadiens qui devraient avoir peur de ce bonhomme-là. Parce que sait-on de lui, à part de savoir qu'il a eu une belle carrière, qu'il a été gouverneur de la Banque du Canada, Banque d'Angleterre, mais au-delà de tout ça, on a quelqu'un qui, aujourd'hui, demain, probablement ou après-demain, va être automatiquement nommé premier ministre du Canada. Et on ne sait rien vraiment de Mark Carney au niveau de ses idées politiques. Parce qu'actuellement, tout ce qu'on a vu en campagne à la chefferie, dans la petite course-là, finalement, qui est un couronnement,
On a vu M. Carney répondre à des questions et mentir. On passe au déménagement du siège social de Brookfield à New York. Il y a eu la question, il dit, j'ai rien à voir là-dedans. On a sorti une lettre datée du 1er décembre qui confirmait tout à fait le contraire. Juste accusez-vous, est-ce que vous accusez Mark Carney d'avoir piloté le déménagement d'une compagnie canadienne aux États-Unis? Est-ce que vous l'accusez de ça? Absolument, parce que c'est ce qu'il a fait. On a clairement démontré au mois d'octobre, 31 octobre 2024, il y avait un mémo qui confirmait un déménagement d'un siège social d'une entreprise au Canada vers les États-Unis. Le 1er décembre, Mark Carney a signé une lettre demandant aux actionnaires de l'entreprise de supporter la décision du conseil d'administration dont il était le président, de supporter cette décision-là. Et lorsque M. Carney a reçu la question après le débat des chefs en anglais, un journaliste lui a demandé « Est-ce que vous avez fait ça? » Il dit « Non, pour moi, j'ai pas pris cette décision-là. » Et le lendemain matin, on montrait la lettre à tout le monde. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des questions sur des enjeux importants comme ça, M. Carney a menti. Jusqu'à une certaine dose, les normes protègent. À l'excès, elles étouffent. Laissez-moi vous donner un exemple avec un produit de tous les jours, le chocolat, qui compte pas moins de 10 catégories fiscales sur son taux de TVA. Le chocolat noir est considéré comme un produit de première nécessité, donc il est soumis à un taux de 5,5% réduit, sauf s'il est fourré. Là, on repasse à 20% comme le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Sauf s'il s'agit d'un chocolat au lait destiné à être fondu pour l'utiliser dans les pâtisseries. Dans ce cas, on repasse à 5,5%. Sauf si c'est un bonbon de chocolat, donc s'il s'avale en une bouchée. Une bouchée, aux yeux de la réglementation, c'est 20 grammes et 5 cm de côté, pas plus. Mais attention, si et seulement si le chocolat représente 25% du poids total du produit. Oh là là, on est tous perdus là. C'est pas un sketch, hein. Voilà. Ouais. Donc quand vous dites, ça veut dire qu'on paye des gens pour vérifier que le bonbon ne fait pas plus de 5 cm de côté, pèse pas plus de 20 grammes, parce que sinon c'est une autre fiscalité. D'ailleurs aussi, il faut voir que les médias américains sont très différents. En France, il y a une pensée unique. On est vraiment la France d'aujourd'hui, c'est l'Union soviétique d'il y a 40 ans au niveau médiatique. Hein. Les journalistes valent d'ailleurs pas beaucoup mieux parce que littéralement ils appliquent la pensée unique. Point final. C'est la pensée qui vient en haut. Et on la répercute avec des intonations différentes selon les médias, mais en gros, c'est ça. Alors que quand on va aux États-Unis, et on s'aperçoit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus, prenez le Washington Post par exemple, New York Times, sont des journaux qui sont traditionnellement plutôt pro-démocrates. Sont plutôt démocrates. Moi, j'y suis abonné aux deux, je les lis régulièrement. Et on voit que pendant la période Biden, alors c'était totalement au support de Biden, aujourd'hui ils sont aperçus un petit peu de l'évolution des choses, donc ils ont adouci leur langage, mais ils restent très critiques par rapport à Trump, par rapport à la Russie, etc. Néanmoins, pendant la période Biden, il y a beaucoup d'articles qui ont été faits dans le New York Times qui étaient critiques par rapport à l'Ukraine. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais apparues dans nos médias, mais qu'on trouvait dans le New York Times ou Washington Post. Ça veut dire que, il y a bien d'autres médias en plus, mais ça veut dire qu'aux États-Unis, le public a une vision plus large du conflit et comprend mieux le conflit d'ailleurs qu'en France. Même les experts d'ailleurs. Non, mais le traitement de la question ukrainienne aujourd'hui en France témoigne d'une crise profonde, voire d'un effondrement du journalisme français. Totalement, alors, totalement. C'est une véritable catastrophe. De 1992 à 1994, je travaillais sur le site fret aérien de Mérignac. J'avais pour client, entre autres, l'aérospatiale de Mérignac. Et un beau jour, un employé de cette société chargé de transmettre les docs de transport aérien est arrivé dans mon bureau en me disant « L'hélicoptère dans lequel Daniel Balavoine est mort vient d'arriver. Il est criblé de balles, mais surtout n'en parle à personne. Je n'ai pas le droit de le dire. La direction nous a tous réunis pour nous demander de la fermer. » L'Europe a peur des réseaux sociaux. Et elle fait tout pour les contrôler. 1. Le DSA, Digital Service Act. Sous prétexte de lutter contre la désinformation, cette loi impose aux plateformes de censurer certains contenus. Mais qui va vraiment décider de ce qui est vrai ou faux? 2. Le projet de censure préventive. Ils veulent forcer les plateformes à supprimer du contenu avant même qu'il soit publié. Une surveillance digne d'un régime autoritaire. 3. La fin de l'anonymat. L'idée revient régulièrement.
obliger tout le monde à s'identifier pour commenter ou poster. Fini l'anonymat et fini la liberté d'expression. Alors pourquoi tous ces projets de loi? Parce que les réseaux sociaux échappent à leur contrôle. Ils permettent aux citoyens de s'informer autrement, de s'organiser et même de dénoncer des mensonges des gouvernements. Résultat, l'Europe veut resserrer l'étau. Les réseaux sociaux, c'est le dernier espace où le peuple peut s'exprimer librement. Mais pour combien de temps encore? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, tant que tu le peux encore. La Russie gagne cette guerre, nous prévient Emmanuel Macron, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Mais elle l'est déjà, mais votre collègue Philippe Béchat, qui a une chronique sur TV Liberté qui s'appelle Les Affranchis, nous a appris il y a quelques jours que l'Union européenne avait égaré 16 milliards d'euros collectés pour l'Union européenne. Alors, nous, les Français, on a déjà prévu d'en donner 3, mais là, on s'aperçoit qu'il y en a 16 qui ont disparu. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? J'ai rien à dire là-dessus, parce que c'est... Non, mais comment ça peut arriver? Parce que c'est une mafia, l'Europe. C'est une mafia avec que des gens corrompus. Vous voulez nous dire qu'ils se sont tous servis dans les 16 milliards? Ils se sont très probablement tous servis dans les 16, oui. Parce qu'on sait que BlackRock, le géant de la finance américaine, est très investi sur le terrain en Ukraine. Est-ce que y a un rapport entre BlackRock et la disparition de cette somme? Je ne sais pas s'il y a un rapport avec BlackRock, mais 16 milliards, ça disparaît pas comme ça, d'accord? Oui, donc il y en a bien quelques-uns qui s'en sont mis dans les poches. Or, a priori, qui est-ce qui peut s'en mettre dans les poches mieux que la Commission européenne? Et mieux qu'une femme qui, je vous rappelle, a été virée du ministère de la Défense allemand pour ça, pas pour autre chose, pour ça, parce qu'elle était corrompue. Donc je pense que, as usual, on continue le business comme avant. Comme avec le contrat Pfizer à 35 milliards d'euros dont elle refuse de... Exactement. Les 35 milliards d'euros, ils sont pas non plus perdus pour tout le monde. Ne croyez pas ça. Parce que si ça avait été vraiment pour le bien de la population européenne, on aurait fait la lumière avec sagesse, avec tranquillité sur ce dossier. Oui, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui auraient été touchés au passage. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Но на что хотел бы обратить внимание? Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру. И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно. Ход истории неумолим. И попытки этого коллективного Запада навязать миру свой новый миропорядок, эти попытки обречены на неудачу. Boom! I got it. All right. I got it. Big explosions. Il y a quelqu'un qui travaille au gouvernement et qui m'a demandé évidemment de ne pas le nommer, qui m'a envoyé une copie d'un courriel qui a été envoyé à tout le monde,
tous les employés du ministère de l'Industrie et du Commerce, donc le ministère de M. Champagne. Ça a été envoyé par, puis là je l'ai vraiment, là c'est le truc officiel, le sous-ministre adjoint principal qui s'appelle Chris Padfield, qui est pas l'astronaute, là, qui est Chris Padfield. Bref, il a envoyé un courriel à tout le monde pour leur dire, ben c'est le Ramadan qui commence, donc voici ce que vous devez faire. C'est plus des suggestions. On s'adresse aux employés du gouvernement du Canada. Une directive. Donc, alors, je l'ai ici en main propre. On nous dit que le Ramadan commence. Alors, voici ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Premièrement, vous devez vous informer. Veillez à ce que les membres du personnel qui supervisent des collègues qui se déclarent musulmans connaissent le Ramadan, ce qu'implique le jeûne et comment ils peuvent apporter leur soutien. Pourquoi? En ce moment, c'est carême. Y a-tu quelqu'un qui envoie une directive en disant c'est le carême? Si les gens ils veulent se mettre une croix dans le front comme Rubio aux États-Unis, y a-tu une directive comme ça? Non. Est-ce qu'on vit au Canada à ce temps? Je pose la question. Deuxième point qui est dans le courriel officiel envoyé par le sous-ministre adjoint. Ne faites pas de suppositions pour des raisons personnelles. Tous les musulmans n'observent pas le Ramadan de la même manière. Le niveau d'observance peut varier en fonction des croyances personnelles, des traditions culturelles et des considérations de santé. Ben oui, savez-vous quoi? Il y a des musulmans, ils font pas le Ramadan. Pourquoi on enferme les gens dans leur identité et pourquoi on les enferme dans leur identité religieuse? Quand tu travailles pour le gouvernement, il devrait y avoir une forme de neutralité que les considérations idéologiques ou personnelles ou spirituelles des employés ne devraient jamais être prises en compte, jamais sous aucun prétexte. Troisième point, on nous dit faites preuve d'intentionnalité dans votre planification, essayez d'être attentif à votre langage concernant les repas. Évitez de programmer des réunions pendant le dîner ou des pauses café. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que ils font le jeûne du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça faites pas vos réunions. Mais t'as pas à l'imposer à tes collègues. Alors, au lieu que ce soit les gens qui ont une certaine religion, qui s'adaptent au pays où ils vivent, c'est le pays où ils vivent qui doit s'adapter aux religions des gens. Puis est-ce qu'on fait ça pour les autres religions? Non. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on vit au Canada sans? Quatrième point, soyez flexibles, soyez sensibles aux demandes de modification des horaires de travail. Envisagez des options d'horaires flexibles pour répondre à des besoins tels que le temps consacré à la prière. À la prière, c'est signé par le sous-ministre adjoint. Mais je suis estomaquée. Essaye, toi, de demander à ton employeur que tu veux aller au Vêpres ou que tu veux aller à... Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et le dernier point, soyez réfléchis. Pendant le jeûne, les collègues musulmans ne sont pas autorisés à boire de l'eau. Si des collègues doivent faire de longues présentations, soyez prévenants. Faites pas des présentations trop longues, les amis. Fait qu'arrêtez de travailler le temps du arrêtez de travailler puis pendant toute la durée du Ramadan. Et ça finit par Ramadan Moubarak. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais rien sur le carême, effectivement. Là, rien sur le carême. On est en plein carême en ce moment. C'est Je trouve ça... Alors donc, je remercie cet auditeur de Cube, qui est aussi un lecteur du Journal de Montréal, ce qui est frustrant là-dedans, Sophie, c'est qu'on lit ça, on l'apprend, mais là, on frappe un mur parce que tu peux pas négocier ça avec personne au gouvernement Trudeau. C'est un acquis, là. T'es devant un fait accompli. C'est comme ça que ça se passe. Alors moi, je lance une invitation parce que c'est signé, donc, le sous-ministre adjoint, un autre sous-ministre adjoint, et une dame qui s'appelle Hélène Payette. Sais-tu c'est quoi son titre? Elle est championne du comité sur l'inclusion. D'abord, c'est une mauvaise traduction de l'anglais parce que champion, ça veut dire quelqu'un qui est en faveur de quelque chose. Mais là, c'est une championne. Je suis pas sûre que je l'appellerais championne. On va lui donner une médaille.